Et ça parle du problème principal de Suicide Squad, qui est l'écriture. Je continue ma comparaison avec les Gardiens de la Galaxie. Donc, dans les Gardiens de la Galaxie, au début, les personnages sont opposés, clairement. Ils ont des objectifs plus ou moins similaires qui s'opposent, avec de légers décalages dans les différentes rencontres entre les personnages. C'est plus ou moins bien amené, c'est pas très fin, mais c'est plus ou moins bien amené. Ce qui fait que l'histoire principale du film est constamment lisible. C'est les rapports entre les différents membres des Gardiens de la Galaxie qui font l'histoire principale du film. Et le reste est secondaire, même si c'est plus important, même si le sort de la galaxie est en jeu. Chaque personnage et les rapports entre eux, c'est vraiment le nerf de la guerre de ce film. Donc les personnages ont le temps d'exister à l'écran parce que c'est clair à l'écriture. Dans le scénario, c'était déjà présent. Et même les opposants les plus minoritaires du film ont le temps d'avoir de la personnalité. Je prends l'exemple de Nebula, la fameuse sœur ennemie de Gamora, qui est un personnage très secondaire dans l'histoire, mais qui a le temps d'avoir un rapport avec Gamora. Elle prend pas de l'image, elle ne fait pas perdre du temps à la narration en étant là. Dans Suicide Squad, déjà, il y a beaucoup trop de personnages principaux. Alors, j'ai déjà parlé de Deadshot avant, mais je creuserai après la problématique Will Smith, qui pour moi est un problème en soi de Suicide Squad. Il y a Deadshot, il y a Harley, qui sont grosso modo les deux personnages qui ont l'histoire la plus dense. Il y a la fameuse chef, là, jouée par Davis, et le personnage Joel Kinnaman, qui a donc une interaction importante avec le personnage d'Enchantress. Je ne spoile pas, c'est très tôt dans le film. Ça fait déjà l'équivalent de 5 personnages principaux à gérer. C'est pas grave, c'est comme par hasard le même nombre dans Les Gardiens de la Galaxie. On peut partir du principe que tous les autres membres de la Suicide Squad sont relativement secondaires. Puisque même Enchantress, au final, c'est le love interest de Joel Kinnaman et ça s'arrête là. Hein. On peut vraiment pas aller beaucoup plus loin que ça. Parce que le méchant du film est au final très générique. Aussi bien dans ses volontés que dans sa description dans le film. Hein. Et je parle même pas des personnages qui sont, je suis obligé de faire une parenthèse, des prétextes, quoi. Le grimpeur, là, le mec qui a... Oh là là, c'est ridicule, quoi. Il arrive dans l'histoire, il met un coup de poing à une agent de la CIA, et ensuite, il meurt, quoi. Mais la manière dont il meurt est tellement un ressort scénaristique pour que les autres personnages aient compris autre chose, qui est vraiment... Mais c'est ridicule. Je croyais pas qu'on pouvait encore oser faire ça dans un film de super-héros en 2016, avec autant de films intéressants, avec de nombreux super-héros qui sont sortis dernièrement. Ça, c'est vraiment un truc parmi d'autres qui me met vraiment sur le cul. Quand ça a été écrit, qu'on est allé au tournage et qu'on a monté cette séquence, je me demande encore comment ils ont pu se dire « Tiens, on va la laisser parce que ça marche ». Ça me laisse complètement... je suis sur le cul, quoi. Franchement, c'est ridicule. Et du coup, on a 5 personnages qui devraient... Si ces 5 personnages sont les personnages principaux, leurs histoires devraient être liées de manière très intime. Ce n'est pas le cas du tout. Ils ont clairement tous des objectifs différents. Un des éléments qui permet à un moment donné à un scénario de tenir la route, c'est que ces 5 personnages aient des objectifs très différents, mais pour arriver à ces objectifs, ils devraient tous faire la même chose. C'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le personnage de Davis n'a pas besoin... La chef, là, elle n'a pas besoin que la mission réussisse. Elle sait déjà comment elle peut s'en tirer. Tant pis, elle met sa carrière en jeu, mais c'est rien du tout, quoi. C'est que dalle comme enjeu pour elle au départ. Ensuite, les 3 autres, Deadshot, Harley et puis le personnage de Joel Kinnaman, ont des intérêts personnels. Mais ces intérêts ne se croisent réellement jamais frontalement dans la narration. Ils sont les uns après les autres. J'avais déjà parlé de ça dans les vidéos sur les Jason Bourne, mais à un moment, croiser les tensions, c'est le signe... Si on arrive à croiser les tensions naturellement dans un scénario, c'est le signe que l'histoire commence à prendre corps. Si on doit laisser de la place à chaque intérêt de chaque personnage, une séquence après l'autre, le film, il est en train de se noyer. C'est aussi simple que ça. Ou alors, tout simplement, il n'a pas encore tout à fait pris cher. Cher dans le sens la chair. Hein. Parce que c'est un film qui prend cher, ça. Si, quand même. Excusez-moi pour ce jeu de mots pourri. Du coup, on a vraiment systématiquement des grosses ficelles scénaristiques qui sont à la longue vraiment trop visibles et décevantes.
et décevante parce que trop visible. Donc le personnage du grimpeur bon, je passe les détails du comment il meurt, mais c'est gros, c'est amené par le personnage du boomerang en plus, qui est pas crédible. 2 minutes, c'est le mec à qui tu ferais jamais confiance, et il lui fait confiance. C'est... Si on fait mourir des personnages, à un moment donné, il faut qu'ils existent, quoi. Sinon, on n'est pas impliqué, sinon on n'est pas touché. C'est juste un gimmick narratif pour expliquer un truc. En fait, au final, on a constamment l'impression de voir ce qu'on appelle des plot explanations, c'est-à-dire des explications de l'intrigue. Alors qu'on devrait vivre à un moment donné l'intrigue. Il faut des plot explanations. Il en faut, ça peut être complètement visuel. On peut expliquer des choses sans dialogue, hein, c'est pas un problème. D'ailleurs, ça ferait beaucoup de bien à Hollywood d'arrêter de faire des explications parlées au début des films et des conclusions sans une parole, entre guillemets, un tant soit peu originale. Ce serait bien qu'ils inversent le truc, mais grosso modo, ça pourrait donner des choses marrantes. N'est-ce pas, monsieur Christopher Nolan? Mais je veux dire, cette obsession qu'a le film de tout nous expliquer alors qu'on s'en fiche complètement, c'est assez dingue. Surtout quand on n'est vraiment pas au niveau de complexité narrative. Je veux dire, de The Dark Knight, en termes de dialogue. Hein. Je veux dire, je prends un très bon film de Christopher Nolan, parce que Christopher Nolan, ses films sont hyper verbeux. Ça parle sans arrêt. Donc, ça s'explique parce que c'est des films qui se veulent dans une sorte de vraisemblance et qui ont constamment un désir d'approfondir intellectuellement le propos. Alors ça a des limites et des qualités, mais au moins c'est cohérent. Là, dans Suicide Squad, qu'est-ce que ça peut tchatcher pour rien? C'est incroyable. Et en plus, l'histoire principale qui est la plus développée est celle de Deadshot. C'est quand même fou, mais c'est vrai. Elle est cliché. Elle arrive même à faire passer Batman pour un méchant. Enfin, c'est complètement con. C'est assez impressionnant. Surtout que le Batman de Ben Affleck, je suis désolé, je vais en choquer plus d'un, mais je le trouve super bien. Et je suis vraiment déçu de le voir venir faire un caméo là-dedans pour limite qu'on traite mal son personnage, en fait, dans le sens mal le traiter narrativement. On pourrait le faire passer pour un méchant, ça me pose pas de problème. Et d'ailleurs, le Batman de Ben Affleck a cette partie d'ombre dans Batman vs Superman, donc pas de problème. Mais là, c'est juste qu'il est mal écrit, quoi. Et l'histoire d'Harley, je veux pas trop spoiler, mais c'est une histoire d'amour, quoi. Ouais, je sais, hein, ceux d'entre vous qui n'ont pas vu le film, ça doit vous choquer un petit peu, mais... je pense que la majorité d'entre vous avez vu le film, heureusement, mais... Ouais, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va adapter l'histoire de la Suicide Squad au cinéma, et ça va être un film sur l'amour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve ça très sympa, d'ailleurs. De toute façon, c'est rare que des films ou des narrations en général ne traitent pas de la question de l'amour. Mais c'est plus très badass, tout ça, non? C'était pas supposé être badass, cette histoire, au départ. Donc, on a une histoire d'assassin dont le thème principal est l'amour, dans le couple, dans la famille, etc. C'est pas spécialement original, mais on va dire... On peut partir du principe que ça aurait pu l'être. Ça peut être même un point de vue assez badass, mine de rien. Parce que des personnages de psychopathes, de méchants, qui commencent à vivre une histoire, entre guillemets, d'amour sincère et forte, c'est hyper intéressant. Hein. J'ai en tête le film de Rob Zombie, ça va me revenir. The Devil's Reject, The Devil's Reject, parce que je l'ai mal dit, c'est l'histoire d'une bande de psychopathes, mais les rapports qui font des choses horribles, mais entre eux, ils ont un rapport familial hyper sincère, qui est dérangeant dans ce film, évidemment, mais qui est complètement cohérent. Il n'y a absolument aucun moyen d'attaquer ce rapport dans le film. Ils sont frères et sœurs, tout ça, c'est une famille plus ou moins tordue, mais ils s'aiment vraiment, ils aiment vraiment être ensemble, et ils ont une super complicité. Et ça, c'est inattaquable. Je ferme la parenthèse. Mais ça, c'est un exemple vraiment qui met une claque, mais très violente à un film comme Suicide Squad. Ça me permet d'aller vers un sujet récurrent de notre époque, notamment des films de blockbusters et autres, c'est la grande différence entre les films et leurs bandes annonces. C'est un problème récurrent, hein, comme je le disais dans les blockbusters et le cinéma grand public. La bande annonce, elle est là pour vendre, donc elle va essayer de créer quelque chose qui donne envie aux gens de
d'acheter le ticket de cinéma, et puis ensuite, advienne que pourra. La plupart du temps, je pense que vous le savez, mais ce sont des sociétés à qui on envoie des rushs, et qui réalisent en externe de la société de production et de l'équipe de tournage et de l'équipe créative du film, une bande-annonce, des teasers, et puis des bandes-annonces, et ainsi de suite. Quand c'est des très gros films, c'est très surveillé. Parfois même le réalisateur ou l'équipe créative a un petit regard dessus, voire même le contrôle plus ou moins. Mais la plupart du temps, c'est des boîtes externes auxquelles on fait confiance, et on refait confiance à chaque fois de manière automatique, parce que tout simplement, elles réussissent leur coup. C'est-à-dire que les bandes annonces donnent envie aux gens d'aller acheter les billets. Nonobstant la qualité du film, ce qui fait que au moins la première semaine ou les quelques premiers jours maintenant, puisqu'avec Internet ça va beaucoup plus vite, il y a eu un maximum de gens qui sont allés voir un film parce que la bande-annonce, le teaser, et les différents teasers et les bandes-annonces ont fait monter la sauce comme il fallait, quoi. Et ça a donné envie aux gens d'aller voir le film. Et du coup, ils ont acheté les tickets, et une fois que le film a dans le cas où le film a une réputation catastrophique, ou plutôt qu'il est complètement naze et que c'est remarqué, sur Internet, ça se dit, et puis la fréquentation du film chute. Mais pas tant que ça, parce que les bandes annonces sont assez créées de hype, assez créées d'attente pour que les gens y aillent. C'est risqué comme principe, malgré tout, parce que évidemment, quand on ment trop dans une bande-annonce ou dans des teasers sur un film, notamment sur sa nature, et que la déception du public et de la majorité du public et des gens qui attendaient vraiment ce film est grande, ils s'en souviennent pour les suites. Et dans le cas d'une série de films comme veut les faire DC Comics, c'est enfin DC Universe Cinema, c'est très préjudiciable. Marvel en a déjà mangé ses dents plusieurs fois sur plusieurs films, réussissant très difficilement à créer de la hype pour les films suivants. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, mais par exemple, quand Ant-Man arrive, c'est un film qui est vraiment pas attendu, et il a fallu beaucoup que Edgar Wright, qui était le premier réalisateur et qui a quitté le projet en tournage, a dû beaucoup réécrire le projet pendant la production du film, déjà avant le film et pendant la production du film. À chaque fois qu'il se passait quelque chose sur un film Avengers, il y avait des tas d'éléments qui étaient remis en cause. Est-ce qu'il fallait un personnage en plus ou en moins? Est-ce que le film devait être plus long, plus court? Est-ce que ça devait être une vraie comédie ou est-ce qu'il devait être plus sombre? Il y avait beaucoup de choses qui étaient remises en cause sans arrêt. Ce qui est normal, hein, parce que quand on est sur des productions qui coûtent en moyenne 100 millions à entre 100 et 125 millions de dollars, on va dire, dans ces eaux-là, ce qui commence à être un bon budget de blockbuster, il y a de plus en plus de pression et de plus en plus de présence des différents exécutifs de la production pour que les sous qui ont été investis soient récupérés. C'est aussi bête que ça. Tout ça pour dire que, pour revenir sur la bande-annonce, les bandes-annonces ont donc un rôle très important et elles sont prises très au sérieux par les commerciaux qui veulent vendre le film dans les boîtes de production. De facto, ça me permet de faire une parenthèse dans la parenthèse, il y a souvent des plans. Le plan de tournage du film est souvent pensé pour que des plans spectaculaires soient tournés dans les premiers temps, ou que certains effets spéciaux soient finis en premier, pour justement alimenter la bande-annonce, la hype, et que les gens commencent à vouloir y aller 1 an avant le film, 6 mois avant le film, et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste pour vous donner une échelle d'idée à quel point c'est présent dans tout le processus de création du film, les bandes annonces et les teasers, quand les films coûtent aussi cher à être produits. Et dans le cas spécifique de Suicide Squad, il y a vraiment eu, je trouve, un mensonge sur la nature du film dès le premier teaser. Je me souviens, c'était un teaser avec une musique, c'était la chanson là, I made a joke, but the joke was on me, qui est une belle chanson, qui était chantée par une voix un peu diaphane comme ça, et qui est sur des plans très lents. On voyait Harley Quinn, on voyait Deadshot, tout ça dans des ralentis. Il y avait une sorte de majesté dans la bande-annonce. C'était quand même déjà une bande-annonce, plus ou moins. Mais ça montait déjà sur la nature du film. C'est-à-dire que ça lui donnait une sorte d'ampleur que le film n'atteint pas, mais surtout que on sent très bien qu'en cours de production ou à l'écriture, c'était clairement pas le ton du film. Il aurait fallu une bande-annonce, et là je suis obligé de refaire ma comparaison, du même type que les Gardiens de la Galaxie, qui était au moins franc du collier sur ce qu'il allait vendre. Dès les bandes-annonces, ça n'avait la fameuse musique des années 80, et notamment Hooked on a Feeling, qui est vraiment plus ou moins l'hymne du film, au moins jusqu'à ce que le film sorte.
le style entre guillemets loser de l'équipe et le fait que ce soit des criminels était déjà frontal et présent. Ça faisait partie de l'identité du film. Et une autre qualité qu'avait la bande-annonce, c'est qu'elle dévoilait finalement, dans un premier temps, ce teaser dévoilait finalement peu de choses de ce que le film allait montrer. Un essentiel, mais peu. Après, on n'accrochait pas au délire. Mais au moins, le film était franc sur ce qu'il allait être. Et ça n'a pas été le cas de la bande-annonce du Suicide Squad. Ce qui explique aussi, je pense vraiment beaucoup, le côté... la vindicte qu'il y a eu contre ce film. Que je comprends tout à fait. Hein. Je trouve vraiment c'est un mauvais film. Mais je pensais pas que c'est un film qui méritait qu'on lui tombe dessus comme ça, notamment parce que, malgré tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, je ferme la parenthèse sur les bandes annonces, hein, je passe à autre chose. Malgré toutes les critiques que j'ai pu faire, c'était quand même très compliqué comme film. C'est très compliqué de faire une histoire autour de psychopathes pour qui on devrait avoir une certaine empathie. Comme je le disais au début, la majorité de l'équipe, c'est des assassins de sang-froid qui n'ont aucun regret par rapport à ça. C'est un pari difficile.